Normalement, je devrais avoir mon prochain invité, fille, qui serait déjà sur le canapé, parce que le prochain, bien sûr, ce sera un homme, Oumar Ndiaye, qui lui aussi a un parcours très intéressant et particulier. Il travaille dans les services, l'informatique, qui est un peu comment dire, beaucoup de gens travaillent dans l'informatique. Mais en tout cas, j'ai pensé que cet exemple pouvait être inspirant à bien des égards pour vous tous qui êtes là ce soir. Donc, je vous présente, sous vos applaudissements, Oumar Ndiaye. Merci Marianne. Bonsoir à tous. Je souhaiterais juste, avant de commencer, saluer Fatou Kiné qui vient de me précéder. Vraiment saluer son courage, et saluer sa pugnacité, sa détermination en fait dans ce qu'elle fait. C'est extrêmement important, surtout en fait dans les moments actuels où nous vivons. Que les gens puissent en fait croire en eux, croire à leur destin et croire à leur projet. C'est extrêmement important. Je souhaiterais juste, avant de commencer aussi, saluer l'assistance. Moi, je m'appelle Oumar Ndiaye. Je suis ingénieur informaticien. Actuellement, en fait, je dirige une boîte qui s'appelle Ingenious Network, qui est spécialisée dans la sécurité informatique et la sauvegarde. C'est assez difficile, en fait, de spécifier, de parler de sécurité informatique. C'est un domaine qui est assez pointu. Mais sachez juste que j'entre en fait dans mes 43 ans en principe. Oui, je suis né le 24 décembre. Ce sera bientôt et j'espère qu'en fait l'assistance qui sera là, qui est là aujourd'hui, que chacun prépare un cadeau pour moi. Et ce sera le 24 décembre. Donc je suis né en fait au sud du Sénégal. À Bignona plus précisément, c'est à 70 km de Ziguinchor, à l'est en fait de Ziguinchor, à 70 km. Je suis sénégalais pur. Sénégalais pur et dur, pourquoi? Parce que simplement mon père est issu du Wallo, c'est le nord du Sénégal. Et ma mère est issue du sud du Sénégal, qui est à Ziguinchor. Donc, voyez un peu ce que ça fait entre le nord et le sud. Ça regroupe en fait le Sénégal dans son entièreté. J'ai fait mes études primaires à Bignona. Je dois voir qu'en fait, je dois vous dire que c'est presque en fait quelques tournants de ma vie qui m'ont poussé aujourd'hui à être là. Le premier tournant, en fait, c'était à l'issue de ma formation en fait, à l'école primaire. C'était en 1986. 1986 parce que j'étais en fait avec mon grand-père et ma grand-mère. C'est ces deux personnes-là que je salue aujourd'hui, leur mémoire surtout, qui m'ont éduqué. 1986, je reviens parce que simplement, en fait, c'était l'année de la mort de mon oncle, qui était un commando au Liban. C'était en 1986. Quand ils ont amené son corps, et paix à son âme surtout, quand ils ont amené son corps, j'en ai profité en fait pour venir à Dakar. C'est cette année-là que je suis venu à Dakar avec l'avion militaire, je pense. Et c'est cette année-là aussi que je suis resté, à partir de cette année-là que je suis resté à Dakar pour continuer mes études. Après mes études secondaires, mes études universitaires, etc., c'était en 1996 où j'ai eu mon bac. C'est à partir de là, en fait, et jusqu'à présent, en fait, c'était pas du tout facile. J'avoue que c'était compliqué comme tout le monde. Par rapport aux études, etc. et tout, j'étais pas mal à l'école, forcément, parce que j'étais dans les séries scientifiques. Ça, c'est dingue. En 1986, quand j'ai eu mon bac, comme tous les étudiants, comme tous les élèves de l'époque, on rêvait en fait d'aller continuer nos études en France ou d'aller continuer nos études en fait dans les pays francophones ou au Maroc, etc. En 1986, quand on a eu notre bac, la première expérience qu'on a eue, en fait, qui nous a forgé à devenir aujourd'hui ce qu'on est et à entreprendre, c'est qu'on a eu en fait à demander des bourses, c'est pour la petite histoire, à demander des bourses à l'université, à l'ambassade de France. Autant en fait, tout le monde allait demander le visa au niveau de l'ambassade de France. On s'est efforcé en fait pour avoir des inscriptions et on s'est efforcé à aller demander au niveau de l'ambassade de France. Ce qui s'est passé, c'est simple.
Ce qui s'est passé, c'est qu'on est resté 4 jours. Autant c'était comme ça. Je pense s'il y a des, en fait, des gens qui sont de ma promo 96, je pense, ils peuvent en témoigner. On a fait 4 jours au niveau de l'ambassade de France pour demander des visas. Quand je dis 4 jours, ça veut dire que c'est 4 jours d'affilée à la porte de l'ambassade de France, où on passait la nuit. C'était systématique. Hein. Les appels se faisaient chaque 1 heure de temps. Donc on était obligé de prendre notre petit matelas là, d'aller au niveau de l'ambassade de France et de mettre le matelas et de se coucher dessus. C'était 4 jours durant, où il fallait faire chaque 1 heure de temps des appels pour qu'on ne puisse pas perdre notre place. Au bout des 4 jours, ce qui s'est passé quand on est rentré enfin au niveau de l'ambassade de France, on a cru comme tout le monde qu'on allait détenir notre sésame pour aller en fait en France étudier. Le gars, quand il a regardé le dossier, je me rappelle toujours, hein, c'était un Guadeloupéen, j'ai rien contre, hein, de toute façon. Il a regardé mon dossier, au bout de 2 minutes, 3, il me rend les dossiers, il me dit « Monsieur Ndiaye, vous n'avez pas les garanties pour aller en France. » Vous imaginez un peu ce que cela fait, 4 jours durant. Je reste à l'ambassade de France, c'était le froid, de toute façon, c'était au mois de décembre. Autant au mois de décembre, il faisait froid. Il me dit non, 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 écoutez, vous n'avez pas les garanties pour aller en France. Il me rend les dossiers, je repars par l'autre porte. J'en étais sorti en fait meurtri. Je me disais bah, c'était fini, etc. Et tout. Heureusement, je suis allé m'inscrire au niveau de l'université à Cheikh Anta Diop de Dakar. Au bout de 2 ans, à la faculté des sciences, pour la petite histoire, je faisais sciences naturelles. C'était ça en fait mon cursus de base. Au bout de 2 ans, je parviens en fait à obtenir mon DUS, ce qu'on appelle le diplôme universitaire d'études en sciences, qui était générique en fait. C'était le diplôme de sciences naturelles au départ. En 98, et revoilà encore l'histoire qui se répète. Parce qu'entre-temps, en fait, il fallait demander aussi des préinscriptions. Quand j'ai eu mon DUS, j'ai demandé des préinscriptions. Et paf, je me suis retrouvé avec deux préinscriptions. Là, c'était en fait à l'université Paris 8 Saint-Denis. L'autre, c'était à l'université, je me rappelle, de Pau et des Pays de l'Adour. C'était à Bordeaux, hein, un peu au sud de la France. Je me suis retrouvé donc avec deux inscriptions. Et je me suis dit, ben, cette fois, c'est la bonne. Donc, ils m'ont autorisé à aller me faire ce qu'on appelle la licence en biologie cellulaire. Parce qu'en fait, mon option de base, c'était de faire de la génie génétique appliquée à l'informatique. Parce que j'avais en fait, cette fibre informatique, en fait, pour la petite histoire, m'a été inculquée par mon oncle qui était à Ziguinchor. C'était un ingénieur, en fait, biologiste, mais c'était surtout un ingénieur en zootechnie, qui était spécialisé en zootechnie, en agronomie aussi. C'était depuis, en fait, le bas âge où on commençait à taper sur l'ordinateur. On était presque les premiers, je me rappelle, à taper sur l'ordinateur avec les tableurs Excel, avec le DOS. Qui était en fait l'ancien des anciens au niveau des systèmes d'exploitation. Donc après cela, quand ils m'ont autorisé en fait à aller m'inscrire en licence, je me suis dit là c'est la bonne aussi. Pareil, je refais le même circuit. Pareil aussi pour vous en fait épargner un peu des désagréments. Ils me redisent la même chose. Là on est en 1998 je pense, 2 ans après. Je me suis dit écoutez, comme ça c'est... j'ai fait 2 fois, ça n'a pas marché, maintenant c'est bon. Je me suis inscrit en licence tranquillement. Et après, bon, à force de vouloir aller en France, etc., j'ai perdu 2 ans en licence, 2 années. Je les ai perdus en licence de sciences naturelles. Donc, je me suis dit, au bout du compte, attends, il faudrait que je fasse quelque chose. Ah là, c'est plus bon. Ça commence à sentir le roussi et ça commence à cramer. Il faudrait au moins que je fasse quelque chose. Bon, étant donné que j'étais délégué au niveau de la faculté des sciences, parce que j'ai toujours été syndicaliste hein, pour la petite histoire aussi, je me suis dit, écoute, ce que je vais faire, je vais aller faire en fait tranquillement une formation. Quand j'en ai parlé à mes amis, ils m'ont dit que t'es fou toi. Comment est-ce que tu peux perdre? Il faut faire 2 années. Là, tu es en licence de sciences naturelles. Tu as perdu 2 années et tu vas tout plaquer pour recommencer à aller faire de l'informatique. Je leur ai dit, écoutez, moi, ce que je veux faire, c'est de l'informatique et je vais aller le faire. Je sais que j'ai perdu à peu près 5 ans pour ça, mais si je continue dans cette histoire-là, je vais devenir professeur de sciences naturelles. Alors que je n'aimais pas du tout. Alors là, pas du tout. J'ai rien contre les professeurs et j'en profite aussi pour rendre hommage à ma femme, qui est aujourd'hui professeure de lettres et que je souhaiterais que vous puissiez l'applaudir pour ça. Merci. Donc, il fallait faire ce choix-là. Ce choix-là n'a pas été du tout facile pour moi. Parce que simplement, en fait, vu ce qu'on a perdu comme année, au niveau des études, en fait, au niveau de la faculté des sciences et techniques, il fallait recommencer. Je suis allé, en fait, avec les moyens du bord,
je vous épargne en fait aussi de tout ce qui s'est passé pour aller m'inscrire au niveau de l'ESTM, l'École supérieure de technologie et de management qui est à Castor. J'ai fait en fait l'informatique, un DUT d'informatique. Au bout de 2 ans, je sors avec mon diplôme. C'était au mois de juin. C'est à partir de là maintenant qu'en fait tout a commencé. Parce que avant de terminer mes études, c'était au mois de juin, la Sonatel m'a contacté parce que simplement au niveau de l'école, j'étais actif, je gérais tout ce qui est j'étais le responsable en fait de ma classe, j'étais le responsable du foyer aussi et je gérais tout ce qui est en fait intégration, etc. au niveau de l'école et au niveau de l'ESP, etc. Donc, on m'a repéré forcément dans ces conditions et la Sonatel m'a demandé d'intégrer en fait, c'était au mois de juin, je n'avais même pas encore terminé, je veux dire, mon cursus de DUT parce qu'il fallait faire l'examen, je pense, au mois de juillet, entre le mois de juillet et le mois d'août. J'ai commencé à travailler à la Sonatel Multimédia. C'était, je pense, en 2002. C'est maintenant là où les choses sérieuses commencent. 2002, je commence au niveau de la Sonatel Multimédia. C'est à partir de là maintenant qu'au fur et à mesure que je suis allé, en fait, j'ai traversé presque 5 à 6 entreprises. Avant de pouvoir créer ma propre boîte, c'était en 2009. La boîte s'appelait Adnet Consulting. Je l'ai fait avec un ami qui était en France, qui est venu en fait avec tout ce qu'il y a comme baratin, etc. On a travaillé dessus parce que simplement, il fallait que je me retire de la boîte où j'étais pour pouvoir me consacrer pleinement à cette entreprise-là. Et cette entreprise-là, on a commencé à travailler, on a pris nos locaux à Castor. Avec, au départ, c'était, je pense, 165 000 francs par mois qu'on payait, le loyer. Mais on s'est rendu compte que le modèle était très bon d'ailleurs. Mais on a eu des erreurs d'approche. Les erreurs d'approche, c'était par rapport au business plan surtout, et par rapport à ce qu'on a pris comme option, c'est-à-dire de nous loger en fait au niveau sur ce standing-là. C'était pas le bon, d'autant plus que nous, on proposait en fait du service. On s'est rendu compte qu'on proposait du service. Par rapport à ça, pour des services, on n'a pas trop besoin en fait d'avoir tout ce matériel-là, d'avoir des locaux fixes, etc., d'avoir des bureaux, d'avoir des secrétaires, des assistantes. On n'a pas besoin de ça quand on est dans des services. Au départ, on a visé trop haut, mais au bout de 4-5 mois, l'histoire a coulé, entre parenthèses. Donc, il fallait libérer les locaux, etc. Il fallait tout faire. Bon, comme toujours, un bon syndicaliste, à chaque fois que je me lance dans un projet, j'ai toujours ce qu'on appelle une bouée de sauvetage à côté. Pour qu'à chaque fois, quand ça se crame, que je puisse en fait m'insérer ou continuer mon activité. Parce que simplement, pour la petite histoire, pour être un bon entrepreneur, je pense qu'il faut le commencer très tôt. Pour la plupart d'entre vous, en fait, qui êtes des élèves ou des étudiants, vous êtes des célibataires. C'est l'âge, en fait, idéal pour entreprendre. Parce que simplement, comme l'a dit, en fait, Fatou Kiné et comme l'a dit Marianne, entreprendre requiert beaucoup de risques. Et quand on est marié, malheureusement, en Afrique, on n'ose pas prendre ces risques-là parce qu'on est chef de famille. Parce que derrière, on a une trentaine ou une dizaine de personnes à nourrir. Et dès qu'on prend ces risques, c'est les personnes en fait qui sont derrière nous qui sont exposées au danger. Donc forcément, on est obligé en fait de se la jouer mollo, mais tranquille. Et heureusement que l'âge que vous avez vous permet quand même de pouvoir prendre un certain nombre de risques parce que simplement vous pouvez entreprendre, vous casser la tête, reprendre, etc. Vous cassez la tête jusqu'à ce que vous voyez en fait le bout du tunnel. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on ne peut pas entreprendre d'un coup et réussir d'un coup. Ce n'est pas possible. Si vous avez envie d'entreprendre, il faudra calculer que vous aurez au moins 4 à 5 échecs. À la limite, je ne sais pas trop, 4 à 5 échecs à la limite pour pouvoir en fait, être au top. Par contre, si vous décidez en fait d'être des salariés, c'est très simple. Ça, c'est l'option la plus basique et ça, c'est l'option la plus simple. D'être un salarié tranquillement. À la fin du mois, on récupère son argent et puis ça, on fait ce qu'on veut, on remplit son frigo et puis on est tranquille. Mais par contre, ça, c'est l'option la plus facile. Ça, c'est l'option la plus facile. Parce que ceux qui entreprennent vont toujours vous utiliser. Et ça, en fait, c'est trivial. C'est pas méchant, mais bon, c'est toujours comme ça. Donc, si je reviens un peu à l'histoire, quand on a coulé en fait à Delta, on va le dire, on l'a coulé de toute façon, parce que par manque d'expérience, etc., on l'a coulé. On a repris en fait, on a ouvert une autre boîte qui s'appelle Ingenious Network. C'est à partir de là maintenant, je pense que c'est en 2012. Entre-temps, je suis allé me recaser en fait au niveau des entreprises, forcément, parce que j'avais le diplôme, j'avais le niveau, je pouvais le faire. J'étais obligé en fait de faire un break, ce qu'on appelle un recul stratégique. C'était un repli stratégique, aussi simple. Parce que mon option à moi, elle était bien définie. L'option, ça c'est clair, c'est entreprendre.
C'est clair et c'est ne pas être aux ordres de quelqu'un. Et ça, c'est clair. Parce que simplement, je ne suis pas une personne qui d'habitude reçoit des directives ou qui d'habitude reçoit des commandements. La deuxième chose, c'est que je ne peux pas me lever tôt. Ça, par contre, ça fait partie de mes défauts. Je ne peux pas me lever à 8 heures. Alors que si on travaille pour quelqu'un, on est obligé de se lever à 6 heures du matin pour aller bosser. Ça, c'est en fait un peu en fait, les paramètres qui m'ont poussé à entreprendre et à travailler pour moi-même. Donc, à partir de là, on a créé Ingenious Network. Ingenious Network est né en 2012, je pense, avec deux amis. L'un est en France, l'autre est ici à Dakar, au Sénégal. Il est ingénieur aussi, lui aussi, et dans une boîte. Nous avons choisi en fait de travailler dans ce qu'on appelle la technologie de pointe. La technologie de pointe, c'est un peu en fait la sécurité informatique qui aujourd'hui trouve sa place dans l'informatique et qui aujourd'hui est quand même considérée comme l'informatique de pointe. Donc nous avons travaillé sur ça depuis 2015 et machallah, on a commencé en fait à avoir des clients. Au départ, avec Adnet, pour revenir un peu, c'était un ou deux clients. Hein. C'était, je pense, l'autre là, LDB, la laiterie du berger. C'était la laiterie du berger qui nous paye, bon, tant soit peu, avec un salaire qui était, pas un salaire, mais une prestation qui était moins. Hein. Et pour l'histoire, mais non, mais franchement, c'était plus, je veux dire, c'était plus bon que ce qu'on avait à la Sonatel. Parce qu'à la Sonatel, j'avais 60 000. Bon, aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, je te paye 60 000, il va te dire, bah, écoute, t'es fou, quoi, là, 60 000 francs. Au départ, c'était 60 000. Et c'est avec ces 60 000 francs-là, je pense l'année qui a suivi où j'ai connu ma femme aussi, en fait. Je veux dire, via ce même canal, étant donné que je suis passionné de l'informatique, je l'ai connu aussi à travers l'informatique. Je l'ai connu à travers MSN. MSN, hein, exactement. C'est le Facebook actuel, là. C'est MSN pour la petite histoire, Messenger, où on s'est connus. Hein. Et par hasard, elle était à l'université, par hasard, etc. Et tout. Le hasard faisant bien les choses. Bon, bref, je vous épargne des détails. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Ingenious est né. Ironie du sort. Ironie du sort, j'ai essayé à 2 reprises avec l'ambassade de France. Ça n'a pas marché. Il m'appelle, je veux dire, un bonjour, on a des trucs à faire à Toulouse, je pense, etc. Ça, je ne me rappelle plus de l'année. On a des trucs à faire à Toulouse. On dépose un visa, le visa sort, le gars, il nous donne 15 jours. C'est bon. On va en France pour la première fois, on revient. La deuxième fois, il me donne 6 mois. La troisième fois, c'est 4 ans. Maintenant, c'est 4 ans à peu près. Donc, pour vous dire, en fait, que la persévérance paye. Parce qu'à 2 fois, on est allé. La première fois, on a fait 4 jours. On nous a refusé le visa. La seconde fois, on est allé, on nous a refusé le visa. Mais après, en fait, quand on y est allé, on a non seulement eu le visa, mais on a eu des visas de 4 ans, etc., pour nous permettre d'aller et de revenir. Ingenious Network est une entreprise à la base réfléchie en fait par un ami, Malamine Diédiou, qui est aujourd'hui à Fortinet. Fortinet, c'est ce qu'on appelle la seconde entreprise mondiale en matière de sécurité informatique, avec lequel d'ailleurs on travaille et avec lequel Ingenious travaille comme partenaire, et qui permet aujourd'hui aux entreprises de pouvoir sécuriser leurs données, et surtout en matière de sauvegarde, de pouvoir sauvegarder en fait des données stratégiques et de pouvoir faire dans le cloud. On a aujourd'hui 2 ou 3 partenaires stratégiques. L'un de nos partenaires est basé à Marseille. Il s'appelle Matrix Appliance, qui sont spécialisés dans la sauvegarde informatique. L'autre partenaire est basé à Paris, qui s'appelle Fortinet. Fortinet, c'est une entreprise américaine de la trempe de Cisco. C'est le pendant en fait un peu de Cisco dans la sécurité informatique. Donc, c'est ces 2 entreprises-là avec lesquelles on travaille. Et c'est ces entreprises-là qui nous ont permis en fait, de faire un peu en fait, le tour du monde. On a eu la chance quand même de traverser un peu le monde. On a la chance en fait, de pouvoir nous déplacer presque chaque mois ou chaque 2 mois, d'aller en Europe, d'aller en Arabie, à Dubaï, etc. Mais on n'a pas encore eu en fait, je veux dire, on n'a pas encore égalé. Elle est où là? Marianne et une dame qui s'appelle Fanta qui est de l'autre côté et qui prend l'avion chaque semaine. Donc voilà un peu en fait en ramassé
l'histoire de Ingenious Network pour vous dire simplement que, à force de persévérer, on finit par voir en fait ce qu'on appelle le bout du tunnel. Certes, on n'a pas encore vu le bout du tunnel. On est en fait dans les entrailles du tunnel, mais je suis certain qu'on verra le bout du tunnel. En matière d'entrepreneuriat, il faut toujours ce qu'on appelle, en fait moi c'est ma philosophie, avoir ce qu'on appelle une bouée de sauvetage, où il faut s'agripper en cas de danger, où il faut s'agripper quand tout va mal. Malheureusement en Afrique, en fait, ce qu'on a comme problème, c'est la famille. Pour vous, en fait, étudiants, c'est pas mesquin, hein. En plus, c'est pas de l'opportunisme, mais il faut aller chercher des femmes, en fait, qui puissent vous aider en cas de problème. Et ça, c'est important. Les gens, Fatou qui est là, elles peuvent, en cas de problème, vous venir en aide, parce que quand vous prenez... quand vous êtes en danger, en fait, et quand tout tombe à l'eau et quand rien ne marche, elles peuvent au moins, à la fin du mois, remplir le frigo comme Madame Ndiaye. Et ça, c'est clair. Alors, je terminerai simplement, merci. Je terminerai simplement, en fait, par paraphraser un peu Einstein, qui disait que si tu juges, en fait, la compétence d'un poisson à sa capacité à monter un arbre, alors il va échouer pendant toute sa vie. Et ça, c'est clair. Donc, faites ce que vous pouvez faire. N'essayez pas de faire ce que les autres font. Faites simplement ce que vous pouvez faire. Et je suis certain que vous pouvez le faire et bien le faire. Merci beaucoup. Et j'aimerais que tu nous expliques cette fameuse bouée de sauvetage dont tu as parlé, parce que je crois qu'en même temps que tes entreprises, tu continues à être salarié en même temps, de façon à pouvoir ménager la chèvre et le chou. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu rapidement cette petite stratégie pour montrer aux gens qu'en fait tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut partir de plus petit et en même temps sauvegarder les fins de mois. Je pense que ça peut être une option qui peut être... Oui, en fait, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'on puisse avoir un peu ce qu'on appelle le don d'ubiquité. C'est extrêmement difficile à avoir, surtout en fait là où on est. C'est compliqué. Je vous épargne en fait des faces, en fait, des autres faces que j'ai. Et je profite en fait pour saluer ces personnes-là qui aujourd'hui puissent comprendre que pour une personne, on n'a pas besoin d'avoir trop de temps. C'est vrai que j'ai une partie en fait qui travaille dans une boîte en tant que consultant, en tant que salarié, etc. Mais l'autre partie me permet en fait de pouvoir entreprendre, de pouvoir en fait travailler et de pouvoir en fait faire travailler des personnes. Et c'est ça qui est important. C'est que les gens puissent, que les personnes puissent se consacrer à l'essentiel. Se consacrer à l'essentiel, ça veut dire, aujourd'hui, au Sénégal, on a l'habitude, en fait, quand on descend à 16h, d'aller au niveau des grandes places, de remplir le reste du temps, entre 16h et 20h, à parler de tout et de rien du tout. Malheureusement, en fait, ça gaspille nos temps. Malheureusement, ça nous permet, en fait, de perdre de l'argent. Et je pense qu'il est très important de pouvoir allier les deux. Allier en fait les deux ou les trois, quoi qu'il puisse arriver. L'important c'est de pouvoir allier le travail qu'on a en fait au niveau du bureau et l'entrepreneuriat. Parce que simplement, je me suis dit, aujourd'hui, moi, en tant que directeur général associé, si j'étais en fait célibataire, je ne travaillerais exclusivement que pour mon entreprise. Ça c'est clair. Mais derrière, en fait, comme étant marié avec une famille derrière, avec des parents derrière, avec des tantes derrière, je suis obligé en fait de pouvoir allier les deux. Simplement parce que je me dis, écoute, l'entreprise que j'ai, il peut marcher comme il peut ne pas marcher. Parce que, pour la petite histoire aussi, les banques qui sont là, les sources de financement ne sont pas fiables. Et ça, il ne faut pas compter sur les banques pour vous financer. Il ne faut jamais compter sur les banques pour vous financer. Parce que presque ça, ce n'est pas possible. Une banque qui vient pour te financer, c'est qu'il est sûr que tu as une assise de 100 millions. Il vient te proposer 50 millions. Alors, si tu as 100 millions, tu n'as pas besoin de 50 millions quand même. La banque vient pour te financer et la banque te demande des garanties. Vous avez un véhicule, vous avez une maison, etc. Dès lors que vous avez un véhicule et une maison, vous n'avez plus besoin de financement à la limite, hein, parce que vous êtes crédible et vous êtes solvable. Donc, il faudrait en fait essayer de manager votre temps. Manager son temps, en fait, veut dire simplement qu'il faudrait que vous puissiez segmenter. Moi, je me lève, peut-être je peux me lever à 9h du matin ou 10h. Aller au boulot à 11h, mais entre 11h et 22h, je segmente mon temps à pouvoir en fait partager mes sollicitations et à pouvoir en fait satisfaire les différents secteurs dans lesquels je travaille. Ce n'est pas facile du tout,
mais il faudra beaucoup d'entrain et beaucoup d'expérience, de la compétence surtout pour pouvoir le faire. Encore une fois, un parcours particulier qui montre qu'on n'est pas obligé, quand on veut rentrer dans une piscine très froide et qu'on a peur de ne pas pouvoir nager jusqu'à l'autre bord, on n'est pas obligé de se jeter la tête en avant et de faire le saut de l'ange. On peut très rapidement regarder où sont les escaliers, commencer par tremper ses pieds, ensuite évoluer, s'accrocher sur le bord, voir si on a pied, marcher le plus longtemps possible et après seulement, quand on est sûr, commencer à nager. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est possible parce qu'en plus, avec le temps, on finit par être deux et que derrière un entrepreneur, il peut y avoir une entrepreneuse et vice-versa, mais il peut y avoir aussi, pendant que un assure la sécurité, l'autre expérimente. Et puis, voilà, c'est un duo d'entraide qui permet d'aller plus loin. Donc, merci beaucoup, Oumar, pour cette contribution et bonne chance pour tes nouvelles aventures. Et j'espère que certains parmi nous ce soir ont été inspirés par ce modèle.